Bonjour Monsieur le Ministre délégué. Bonjour, L'épidémie de Covid n'a pas éteint totalement le mouvement social. À partir de ce soir, un mouvement de grève débute dans les transports. Est-ce que vous avez du mal à comprendre, au fond, ce mouvement social et cette grève en particulier à la SNCF ? Bon, d'abord, je veux dire aux usagers de la SNCF que ce mouvement sera peu suivi, que nous aurons une circulation normale des trains, notamment 100% des TGV. Et vous savez que nous avons encore une fréquentation un peu en deçà de la fréquentation normale. 70% des usagers sont revenus. Donc l'expérience pour les usagers de la SNCF demain sera normale, sera sensible à ce qu'ils connaissent d'habitude. Moi, j'ai du mal, je vous l'ai dit, à comprendre cette grève dans la mesure où nous venons, il y a encore une semaine, d'allouer 5 milliards d'euros de soutien au secteur ferroviaire, que cela vient après les 35 milliards d'euros de reprise de dette et que d'une manière générale, nous nous sommes mis en capacité de faire du mode ferroviaire vraiment le mode à succès de la prochaine décennie. Donc j'ai du mal à comprendre parfois, notamment... Vous avez du mal à comprendre parfois la CGT ? La CGT cheminot, je connais, si vous voulez, leur prisme, leur idéologie sur ces sujets. Moi, j'ai eu l'occasion de débattre avec eux à la Fête de l'Humanité la semaine dernière, donc sur le fret ferroviaire. Donc je connais parfaitement ce qu'ils défendent. J'ai du mal à comprendre dans le moment que nous connaissons, à la fois le moment de crise grave, profonde que la France connaît, et le moment où nous soutenons le gouvernement très fortement le ferroviaire, la raison profonde de leur mobilisation. Je leur ai dit, après c'est leur responsabilité évidemment, de syndicalistes, de se mobiliser et d'appeler à la mobilisation. Alors, est-ce que cela va plomber encore un peu plus les comptes de la SNCF ? Pourquoi je vous pose la question ? Vous aviez évoqué la question de cession d'actifs de filiales pour faire des économies. Monsieur Farandou avait expliqué que c'était prématuré. Que va-t-il se passer ? Donc, ce que nous avons fait, nous investissons au total plus de 5 milliards d'euros de soutien en ferroviaire. Ça permet à la SNCF de ne pas avoir besoin de recourir à des cessions tout de suite. En revanche, que M. Farandou, et c'est le cas, se pose la question, s'il a envie d'investir plus dans le ferroviaire, de la question des cessions à moyen terme, ça me paraît être une question saine sur le plan entrepreneurial. Et évidemment, l'État actionnaire... C'est-à-dire apurer les comptes d'un côté et de l'autre côté... Ça veut dire que d'une manière générale, nous voulons que la SNCF, le groupe SNCF, revienne à l'équilibre. Ça, c'est les engagements pris sur 2024-2026. Rappelons quand même qu'en 2017, la SNCF, c'était 46 milliards de dettes en dégradation. Nous voulons que le groupe SNCF retrouve son équilibre. Et par ailleurs, nous avons fait en sorte que la SNCF n'ait pas besoin de céder des actifs à court terme. C'est l'objet du plan de relance. Mais que la réflexion, si elle existe, et elle existe à la SNCF, puisse se dérouler paisiblement, disons-le comme ça. Entre-temps, il y a eu la crise du Covid. Oui, mais la crise du Covid, les 4 milliards d'euros dont vous parlez, le 1,5 milliard perdu à cause de la grève de décembre, tout ça a été regardé, a été pris en compte dans le cadre du plan de soutien aux ferroviaires, les 5 milliards dont je parlais à l'instant. Parlons d'Air France-KLM. La survie d'Air France-KLM n'est pas acquise. C'est ce qu'a déclaré le ministre néerlandais de l'économie. On se dit, est-ce que l'Alliance est menacée ? Je pense qu'il y a deux sujets. Est-ce que la France et les Pays-Bas ont fait suffisamment en prêtant 10 milliards d'euros à Air France ? La réponse est plutôt oui. Dans les scénarios de reprise que nous connaissons, nous voyons que le groupe Air France, KLM, se réforme de façon très dynamique. 1500 suppressions d'emplois chez KLM, un plan tout à fait substantiel de départ chez Air France, 16% des effectifs. Donc le 7780 emplois supprimés. Le groupe fait ce qu'il a à faire dans un contexte extraordinairement dégradé de l'aéronautique civile. La question, c'est est-ce que le groupe a un avenir ? Ma réponse est plutôt oui, mais... Le groupe ou l'Alliance ? Le groupe Air France-KLM, qui, vous avez raison, est davantage une alliance qu'un groupe intégré. Et c'est peut-être un des sujets. D'abord, quand on regarde un peu froidement les choses, KLM, sur les 10 dernières années, a bénéficié davantage du groupe, de l'alliance Air France-KLM qu'Air France. Donc, l'avenir se dessine peut-être aussi dans des conditions de bénéfices partagés. Premier élément. Et deuxième élément, est-ce que le groupe fait suffisamment... Ça veut dire quoi, des conditions de bénéfices partagés ? Ça veut dire que quand un bon contrat, dans n'importe quelle situation, c'est un contrat dans lequel les deux parties tirent un avantage relativement équilibré. Ce n'est pas exactement le cas aujourd'hui. KLM, factuellement, a tiré plus d'avantages qu'Air France ces 10 dernières années. C'est factuel, c'est documenté, les Néerlandais le savent, et je pense qu'il faut aussi avoir cette discussion de façon extrêmement lucide. Et donc, le groupe doit faire plus. Le groupe fait finalement peu ensemble, ou pas assez ensemble. La vision de la France, c'est que le groupe a un avenir, et a tout à fait un avenir, et je pense que nous avons besoin d'un groupe Air France-KLM fort pour l'après-crise, mais qui peut faire davantage ensemble. C'est en tout cas la position que nous défendons. Bruno Le Maire a dit nous ferons tout ce qu'il est nécessaire de faire pour garantir la survie d'Air France. Ça veut dire, y compris parce que la crise est peut-être plus grave qu'on l'avait imaginé, mettre davantage d'argent public ? Y compris aller jusqu'à la recapitalisation du groupe, sous réserve qu'effectivement les bons équilibres soient trouvés. Et c'est là, je crois, une exigence que nous avons vis-à-vis des Néerlandais, vis-à-vis des actionnaires d'Air France-KLM. Nous avons une foi et, comment dirais-je, une ambition immense pour le groupe, qui subit une crise très profonde. Nous voulons nous mettre en disposition de dessiner un avenir positif. Elle est plus profonde que vous l'imaginiez, cette crise en tout cas, de l'aviation civile ? C'est de loin la crise la plus profonde que l'aviation civile, ça, c'est vrai. Dans sa forme moderne, mais est-ce que vous jamais pensez connue. Que ça repartirait plus vite ?
Je pense qu'il y aura des difficultés. Nous ne voyons pas pour l'instant revenir les voyageurs à faire, par exemple. C'est vrai pour le TGV. Nous voyons bien que s'agissant des restrictions aux frontières, celles-ci demeurent. Et je pense que tant que nous n'aurons pas un vaccin, en tout cas, nous aurons du mal à retrouver une dynamique de voyage et la confiance totale des passagers. On voit bien qu'on a une Donc ça veut quinzaine dire de que pendant pourcents. toute cette période-là, il faudra que l'État soit à la rescousse. Et c'est ce que l'État a prévu dans Mais les qu'elle compte scénarios. que l'État continue de le faire. Dans les 10 milliards d'euros que nous avons prévus de soutien, qui sont 7 milliards pour la France et 3 milliards pour les Néerlandais, nous avons des scénarios de reprise où la reprise, où le niveau d'avant 2019 n'est pas de retour avant 22-23. Airbus, les départs volontaires ne suffiront pas, dit le patron d'Airbus, Guillaume Faury. 4280 emplois sont déjà menacés. C'est acceptable, cette déclaration? D'abord, on était parti de 5000 Oui. suppressions et nous arrivons maintenant, notamment grâce au soutien public, à plus de 2000 emplois sauvés par la recherche publique. Et c'est évidemment extrêmement positif. Et le dialogue social est nourri chez Airbus. Et moi, je forme le vœu, évidemment, qu'il n'y ait pas de souffrance sociale et qu'il y a des départs contraints, ceux-ci soient compensés, évidemment, à la bonne hauteur et que chacun puisse se dire que l'entreprise, les syndicats, le dialogue social a été fécond de ce point de vue-là. Et dans ce contexte-là, économiquement très difficile, il va falloir mettre en application les mesures de la Convention citoyenne pour le climat. Il y a une étude d'impact qui explique que l'écotaxe de 4,2 milliards sur l'aviation progresserait 150 000 suppressions d'emplois dans le secteur. Sincèrement, Jean-Baptiste Djebbari, avec la crise du Covid, est-ce que le calendrier de l'application de ces mesures peut rester le même? En gros, est-ce qu'il faut reporter la mise en œuvre de ces mesures? D'abord, c'est une proposition de la Convention qui est soumise au débat démocratique. Et ce qui est vrai, c'est qu'il faut éclairer les conséquences. Vous savez, aujourd'hui, la taxe, c'est 200 millions. Si demain, c'est 4 milliards, ça a des conséquences. Et ça a des conséquences sur l'emploi, vous le dites, entre 120 000 et 150 000 emplois supprimés. Et donc, chacun doit pouvoir être juge de ce qu'il est loisible de faire dans un secteur qui est déjà en difficulté. Moi, il m'avait semblé comprendre, et je crois avoir raison, que l'objectif collectif, c'est de faire en sorte que l'aérien se verdisse. Ça tombe bien, on investit 2 milliards d'euros sur 3 ans pour avoir des avions plus sobres en carbone et demain des avions peut-être à hydrogène qui seront complètement verts. C'est ça l'objectif. C'est pas d'achever un secteur qui est déjà à terre et par ailleurs de rendre ce mode de transport accessible qu'aux riches. C'est pas ça l'objet. Donc moi je pense que de ce point de vue-là, le débat démocratique aura lieu. Cette taxe, elle a des conséquences extrêmement négatives. Et est-ce que vous demandez, la question c'était, est-ce que vous demandez le report de la mise en œuvre de ces mesures, justement parce qu'il y a une situation d'urgence? Non, moi je demande à ce que le débat démocratique ait lieu et je ne doute pas qu'il aura lieu sur des bases éclairées. Sur des bases éclairées qui prendront en compte cette question Qui économique. prendront en compte tous les impacts, y compris négatifs sur le plan On a social. l'impression, quand on entend le président de la République, et on parlait d'écologie à l'instant, dire, moquer les écologistes parlant des Amish ou de la lampe à huile, que c'est un petit peu la petite phrase de Nicolas Sarkozy à l'époque, ça commence à bien faire l'écologie. Est-ce que vous avez cette impression, vous aussi, qu'avec la crise du Covid, c'est plus devenu une urgence? Non, je crois pas. Je crois qu'il faut distinguer. Vous avez des écologistes progressistes, certains sont d'ailleurs au gouvernement, et vous avez une frange des écologistes qui considèrent effectivement que la technologie en elle-même est un danger. Mais c'est pas. Je lisais un livre sur le ferroviaire, si vous voulez, c'est vieux comme le monde cette histoire. Au 19e siècle, vous aviez les tenants, en tout cas ceux qui rejetaient le train, arguant que le train allait rendre sourds et aveugles leurs habitants. Donc le rejet de la technologie, il est inhérent à toutes les innovations. Le sujet de la 5G, c'est de savoir si, c'est sécuritaire sur le plan sanitaire. La réponse est plutôt oui en l'état de l'art scientifique. Et est-ce que c'est une opportunité pour la France par rapport au risque encouru? La réponse est plutôt oui. Donc, je constate qu'il y a une frange des écologistes qui, effectivement, sont technophobes et décroissants. C'est leur projet. Ce n'est pas le nôtre. Et ça, je crois qu'il faut l'expliciter, le montrer au grand jour. Et d'ailleurs, ils s'en chargent un peu pour eux-mêmes. Merci beaucoup, Jean-Baptiste Djebbari.